pas longtemps. Ça y est. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre Maud. Boisson. Merci d'être avec nous pour Éthiquement Parlant. J'ai pas mal fait de recherches pour avoir un interlocuteur tel que toi. Je vais te laisser te présenter. Il y a beaucoup de militants qui ont besoin de clés d'émancipation, qui ont besoin d'outils. Personne ne veut de porte-parole, évidemment, depuis le début de ce mouvement. Donc c'est compliqué aussi en termes d'organisation. Et toi, tu portes pas mal de projets, dont Existence B, dont on parlera en deuxième temps. Et je vais te laisser te présenter d'abord, expliquer ton parcours et d'où tu viens, ce qui va te permettre de donner aussi la légitimité de tes actions, tes axes et de tes réflexions. Merci. Alors, la légitimité, c'est les personnes qui le vérifieront par elles-mêmes. Et il faut jamais oublier de contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est le fondamental. Oui, je pense être crédible sur certains aspects au niveau des tactiques et au niveau des stratégies. Alors, mon parcours est celui d'un ex-policier national qui était rentré naïvement par vocation dans la police nationale dans un but de servir mon pays et respecter le code pénal et le code de procédure pénale. C'est pas là où j'ai trouvé une grande liberté de faire ce que je voulais, ma passion, protéger. Faut savoir que j'ai jamais mis un PV de ma vie. Par contre, stopper ce qui nuisait à la société, oui, ça m'intéressait. Mais je m'étais un peu trompé de boutique, en fin de compte. Donc, je suis parti et toujours pour la même chose, la même vocation, faire de la sécurité publique. C'est à l'extérieur de la police que je me suis épanoui, que je m'épanouis encore. Rapidement, mon parcours, il a été dans la police, celui d'un policier de proximité, donc dans les cités. Là où, au-delà de ce qu'on entend à BFM, il se passe des choses formidables. Les plus belles solidarités, on les trouve dans les cités. Il y a aussi de la délinquance, mais ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. Au final, malgré tout le bordel qu'on a aujourd'hui chez nous, on voit bien que les cités, ça continue à fonctionner, même s'ils sont à la peine, les gens sont en précarisation constante. Bien sûr. Après, j'ai fait la bac nuit, donc là, c'est l'opposé. Hein, c'est pas la main tendue, c'est ce qui est décrié aujourd'hui. Et je comprends qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de rancœur. Et je pense que tous les policiers respectueux du droit doivent comprendre ce que je raconte. Après, les autres qu'ils assument leurs actions. Ouais. Faits et gestes. Ah ouais. On est là pour défendre son père, sa mère, ses enfants. C'est les gens de la condition. Hein. Voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus. Après, j'étais un policier de salon, j'appelle ça comme ça, parce que j'ai protégé les élites. Donc, c'est-à-dire, j'ai été policier de salon parce qu'on est beaucoup plus dans les salons, dans les palais et ainsi de suite que vraiment sur le terrain, mais c'est quand même des services d'élite. J'ai protégé pendant 9 ans des présidents de la République, 5 ans Chirac, j'étais tout jeune, j'avais 27 ans quand je suis rentré au GSPR, et j'en suis reparti avant la fin de Sarkozy, parce que justement, je me posais trop de questions sur le fait que la société fonctionnait d'une sorte. Je n'ai pas supporté, moi, qu'on fasse venir, qu'on laisse quand la tante béduine de se planter de Kadhafi, qui était peut-être considéré comme un dictateur, mais il n'avait pas ramené l'esclavage comme maintenant dans son pays. Donc on a laissé planter sa tante dans les jardins de l'Élysée, et puis après, il fallait tuer tout un tas d'innocents en Libye pour des raisons soi-disant de démocratie. Et on voit bien que Mediapart a révélé que c'était une théorie du complot, que les avions de Kadhafi tiraient sur les foules, c'était une théorie du complot qui a été cette fake news a été relayée par tous les mainstream, et je ne connais aucun média mainstream aujourd'hui qui se soit excusé d'avoir menti comme ça et permis de provoquer autant de morts. Ils ne se sont pas excusés auprès des familles des victimes libyennes. Aujourd'hui, on a des gens déracinés qui ne vivent plus bien, bref. Donc tout ça me dégoûtait au plus haut point, et je me suis cassé parce que je me doutais bien que à force de faire des guerres comme ça à travers les pays, on allait créer du terrorisme
J'ai perdu un collègue lors des attentats de Charlie, Franck Solaro. Il y en a bien d'autres qui sont partis. Et j'ai estimé que j'avais plus rien à foutre dans la police. Je n'avais plus rien à faire dans une institution où on n'a pas les mains libres. Et puis en plus, aujourd'hui, qui a l'air d'être très très limité en termes de projection de ce qu'est la vraie sécurité. Alors, je fais juste une toute petite transition pour Vas-y, expliquer, j'ai une question, mais vas-y. pour expliquer ce qui m'a amené à créer SOS Maire, donc les maires des communes, SOS Maire. Puis après, maintenant, je suis avec une frange des Gilets jaunes à les conseiller avec Brigade d'e-crime. Pourquoi? Parce que on a beau être garde du corps du président, on a beau être dans les services d'élite. Aujourd'hui, on a un grave problème de sécurité nationale, c'est la résilience alimentaire locale. Qu'est-ce que c'est la résilience alimentaire locale? C'est notre capacité à nous nourrir de produits locaux en cas de problème sur les circuits alimentaires longs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les chaînes de grande distribution sont bloquées à cause de cyberattaques, si les transporteurs routiers sont tous touchés par une nouvelle fois la Covid, dont on nous annonce une troisième vague, Oui, il ne reste quasiment plus rien en alimentaire dans les supermarchés et les supérettes. Alors, ça, devant les... on va y revenir. Attends, on va Ouais, y ouais. revenir à ça, Mais oui, mais évidemment. c'est pour ça Parce qu'en que plus, si tu veux... En plus, on Oui, passe du coq à l'âne pour certaines personnes, alors que venant de toi, c'est très construit, puisque étant donné que tu as été de l'intérieur et que tu as pu voir des choses qui t'ont fait claquer la porte, effectivement, ça t'a permis tout de suite de mettre en place des actions et des clés et de donner des outils aux citoyens, et que ça commence par les maires et les communes, etc. Mais il y a la Rosé sécurité qui... publique, elle est là. La Hein, elle est là. sécurité publique, c'est ça, voilà, Elle est l'autonomie de là. chacun, de ne pas dépendre de tout ce que tu connais et ce que tu sais maintenant. Rosé pose la question, on assiste à une vague de départ de policiers et d'anciens de tes collègues, donc honorables évidemment, tels que Noam, Alexandre Langlois, que j'ai interviewé Monsieur aussi. Nguyen, ouais, il y en a pas mal. Exactement. Et il te demande si tu as une réaction par rapport à leur départ aussi. La Ouais, lettre qu'Alexandre Langlois a écrite d'ailleurs. c'est un sacrifice, il se sacrifie. C'est-à-dire que là, ce qui est demandé, par exemple, par les manifestants aux policiers, là, ils le font. Qui va les accueillir maintenant? Ils sont tout seuls, ils sont comme des lanceurs d'alerte. Alors, je dis pas, il y a plein de gens qui sont vraiment adorables dans la société civile, et je sais qu'il y a déjà des assistances. Mais voilà ce que ça coûte de vouloir respecter le droit, voilà ce que ça coûte de vouloir être honnête dans une société qui aime les valeurs inversées. Et on va en parler un peu plus tard. Je crois que tu as reçu mon amie Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, dans le cadre Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, on ouais. est super amis. C'est elle qui a fait tomber tout un tas de ministres qui voulaient traquer le petit fraudeur, alors que bon, ce même ministre avait du pognon caché en Suisse. Voilà, on est dans une société qui fonctionne à l'envers, et quand on demande aux flics de lâcher, de baisser les casques, de baisser les boucliers, et ainsi de suite, euh, il y a des gens qui auraient envie, mais c'est un putain de sacrifice, quoi. Parce que derrière, il n'y a plus rien. Après, Ils on tombe perdent dans le tout, hein. Vous perdez tout. on perd de tout, on perd tout, tout, tout. Enfin, il y en a qui se retrouvent même à la rue, et moi, c'est du. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans les expériences personnelles, mais s'opposer à un système où tout le monde s'en fout, c'est très, très compliqué. Alors, heureusement, effectivement, il y a une frange de la société maintenant qui, elle, est touchée dans son intérêt personnel. Donc forcément, elle appelle à l'intérêt général, mais il faudrait qu'on s'entende tous sur la définition de l'intérêt général, parce qu'il y a beaucoup d'appels à l'unité, mais à géométrie variable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, quand on est touché, on voudrait que tout le monde se mobilise pour soi. Mais quand l'autre est touché, est-ce qu'on est capable de se mobiliser pour lui? C'est la vraie question. Voilà. Bah ça, parmi les gilets jaunes, on peut pas leur reprocher, hein. Ils se mobilisent pour tout un tas de causes. Ils se mobilisent de tous les cortèges, de toutes les marches, de tout ce qui est l'inverse que c'est approuvé. En revanche, les syndicats se comportent pas comme ça. Enfin, et toi, D'ailleurs, tu... rappelez-vous, avant les Gilets jaunes, il y avait ces flics qui, avant les Gilets jaunes même, avaient créé le mouvement asyndical, donc sans syndicat, des mouvements des policiers en colère. Et il y avait Oui, même un pote à moi, Robert Paturel, pas un des moindres, un des mecs du RAID, qui était à la tête de ça avant que ça soit Maggie, qui la pauvre s'est suicidée. Donc,
on est tous d'accord. Maintenant, il faut qu'on s'entende sur quel système on veut donner. Et c'est ce que j'essaie de Voilà, donner. et c'est pour ça que tu es là, que tu as la parole ce soir, parce que tu as des clés. Donc, on va commencer par SOS Mère et ensuite Existence B, parce qu'il n'y a pas de planète B, mais il y a des existences B. Donc, SOS Mère, pourquoi est-ce que quand tu t'es relevé finalement de ce claquage de porte, de cette vie-là qui t'avait déçu, pourquoi est-ce que tu as tout de suite eu envie de porter assistance aux maires et aux décisions décisives des citoyens, directement de la commune, de la fourche à la fourchette? Pourquoi est-ce que tout de suite tu as eu besoin de créer C'est une analyse d'e-crime tactique. avec des gilets jaunes d'ailleurs? Ouais, c'est une analyse tactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour arriver à faire une stratégie, il faut passer par plusieurs tactiques. Quand je m'entraînais, moi, à la sécurité des présidents, à protéger des présidents, déjà, et d'une, j'étais complotiste. Je faisais pas du tarot divinatoire lors de mes entraînements. Et on mettait à chaque fois des tactiques pour arriver à évacuer, dans la pire des conditions, le président de la République. J'ai repris ces enseignements-là, cette philosophie-là, Ouais. pour dire, OK, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de pouvoir protéger les gens envers et contre eux-mêmes parfois. Je me suis dit, il faut que ces savoirs-là que j'ai appris dans les services d'élite, on puisse les décliner pour changer de monde. Si je n'étais plus d'accord pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Élysée, protéger des gens qui faisaient des guerres sur des théories du complot, il fallait que je puisse trouver aussi une technique de montrer qu'il était possible de faire autrement. Parce que c'est bien beau de ne pas être d'accord, mais je continue à consommer du pétrole, donc je suis un gros faux cul en fin de compte. C'est-à-dire que je continue à alimenter les causes de ce qui est dommageable. Des conséquences. Mais le but, c'est, une fois qu'on est conscientisé, trouver les moyens d'offrir un autre système. Donc, à l'échelle des communes, c'est encore possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, et les lois sont des superstructures à partir du moment où elles sont appliquées, et surtout à partir du moment où il y a un monde fou qui les connaît, qui connaissent ces lois, et qui vont vouloir les faire appliquer. Aujourd'hui, on a en vulnérabilité. Typiquement, comme je le disais tout à l'heure, la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile vise à ce que tout le monde, chaque citoyen, donc chaque administré des communes, connaisse les mesures concernant sa protection en cas de crise majeure. Donc imagine une sécheresse, une inondation, ou alors une centrale Céveso qui pète, comme à Rouen, Lubrizol. En principe, chaque citoyen doit un confinement. Chaque citoyen doit connaître les mesures prises par la mairie, voire le préfet, pour sa protection. Bon, on ne le fait pas. Et puis, il y a plein de gens, plein d'élus, qui ne remplissent pas les documents qu'ils doivent remplir. Donc, ils sont quelque part hors la loi. Hors la loi. Je vais parler d'un document qui s'appelle le document d'information des I communal, c'est des risques, RI, majeurs. Donc, ça s'appelle DICRIM. Le DICRIM, c'est quoi? Donc, c'est ce document qui référence tout ce qui est dans le plan communal de sauvegarde, qui vise lui-même, donc ce plan communal de sauvegarde, à protéger les citoyens. Mais dans le plan communal de sauvegarde, tu as des informations confidentielles. Tu as peut-être le numéro de téléphone personnel du préfet, et ainsi de suite. Donc, la mairie donne accès, parce que c'est son obligation, au DICRIM aux citoyens, parce que les citoyens doivent le connaître, et la mairie doit l'avoir rempli. Et bien là, tu as un point de sécurité qui peut bouleverser le destin du monde, en tout cas en partant de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en telle vulnérabilité, la mondialisation a tellement saccagé tout le bon sens qui permettait de traverser les crises, que si tous les citoyens d'un seul coup se disent mais on vient vérifier, on vient faire un audit de sécurité nationale sur ce qui est prévu par notre maire et le préfet pour notre protection, forcément, il y a une espèce de rapport de force psychologique qui se met en marche. Et on n'y va pas les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 alertes du Sénat. Enfin, moi, j'appelle ça des alertes, mais en fin de compte, en décembre 2019, tu as la sénatrice Laborde qui avait fait une proposition de résolution sur la résilience alimentaire de nos territoires. C'est-à-dire qu'elle avait vérifié le travail
formidable de 20 ans d'alerte de Stéphane Linou, non, on n'a pas assez de nourriture sur les territoires pour empêcher des troubles à l'ordre public, voire des émeutes. D'accord ? Il y a eu une deuxième alerte récente, le 15 décembre. C'est le sénateur Marchand qui, là, s'est carrément adressé au ministre de l'Agriculture et je crois au ministre des Armées. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis un an ? On nous annonce des troisièmes vagues. Bon, ça, c'était la question. En début de crise Covid, on a eu donc des transporteurs routiers touchés par la Covid, des gens, il y a eu des morts, donc des chauffeurs routiers qui ont été touchés par la Covid, et puis des blessés, enfin pas des blessés, mais des affectés. Désaffecté, ouais. On a eu quoi ? On a eu d'autres choses. On a eu la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, la présidente donc, de tous les agriculteurs, en gros, si je fais une caricature, qui a dit on n'a pas de stock stratégique alimentaire d'État. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si les magasins sont vides parce que les transporteurs routiers sont bloqués, on a des troubles à l'ordre public, on a des émeutes. Et dernier truc, mes amis là, du journal Nexus, qui respectent la charte de Munich, qui disent la vérité, qui ne sont pas là pour faire de la fabrique de l'opinion ou de la manipulation des masses. Donc ce journal Nexus est allé demander au ministère des Armées s'il y avait des stocks stratégiques alimentaires d'État, au même titre qu'ils ont des stocks d'hydroxychloroquine, par exemple. Ah non, il n'y en a pas. Donc alors, moi, une fois, j'avais une discussion avec un ex-général, je crois, je crois que c'est ça son titre, mais bon. Il m'a dit, oui, mais nous, l'armée, on manquera pas de nourriture. Et je dis, mais oui, ça c'est bien, c'est encore des... je pense que oui, vous avez de quoi vous nourrir. Mais vos familles, vous les laissez crever ? Comme j'ai posé la même question aux transporteurs routiers. Eux transportent les stocks alimentaires stratégiques. Je suis en relation avec Colère Routier, cette association est maintenant en lien avec Brigade d'Icrim. J'ai posé la question, quand vous transportez de l'alimentation, donc les stocks alimentaires français d'alimentation, vos familles, si à un moment il y a un problème de longue durée, 3-4 jours où les magasins sont bloqués, vous les nourrissez comment et que vous êtes bloqué un peu comme la fois dernière, là en Angleterre, où vous ne pouvez plus bouger. Donc, ça nous concerne tous parce qu'on a tous un ventre. Et on n'a pas un ventre de gauche, un ventre de droite, un ventre d'extrême gauche, un ventre d'extrême droite. On n'a pas un ventre avec un gilet jaune. On a un ventre, point barre. Et qu'on soit préfet, procureur, maire, président de la République ou garde du corps du président de la République, si ça s'arrête, il n'y a plus de sécurité nationale et tout se casse la figure. Voilà. Ça, c'est le point d'entrée. Et là, on fait de la sécurité publique. Alors, Brigade d'Icrim, c'est qui ? C'est une frange des gilets jaunes qui en a ras-le-bol de comment ça se passe en France, et qui veut être structuré. C'est un mouvement qui veut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y en a plein en ce moment qui appellent à aller faire la révolution, mais le ventre vide. Ou alors, ça va être une révolution où on va envoyer des bonnes gens avec des bonnes idées, enfin des bonnes intentions, se battre, et puis le système mondialisé n'a qu'une chose à faire. C'est justement ce que j'ai dit. Couper les Ferme vivres. le robinet. Voilà. Et d'un seul coup, il y a tous les gens qui ne sont pas gilets jaunes ou qui ne sont pas contestataires, qui ont encore une vie à peu près correcte, ces personnes vont faire une contre-révolution. Ils vont casser la figure une bonne fois pour toutes à tout mouvement contestataire, à qui a gagné justement les mondialistes. Voilà. Donc, il faut faire attention quand on part sur un combat. Il faut avoir la nourriture. On ne se nourrit pas d'eau et d'amour. Hein, d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Même les soldats de Napoléon ont connu la campagne de Russie et la technique de la terre brûlée. Et ça, un ordre qui veut imposer sa vision, c'est le faire. Hein. Je termine là-dessus. Staline, quand il a voulu imposer son ordre communiste, et il a coupé les vivres à l'Ukraine, il a coupé les vivres au Kazakhstan. Au point qu'au Holodomor, ça a fait que les personnes terminaient à bouffer leurs propres gamins. Il faut savoir que quand on a le ventre vide, on ne fonctionne plus pareil. On devient fou. Voilà. Donc là-dessus est né. Alors, j'invite tout le monde, vraiment. On va vous mettre les liens déjà de d'Icrim pour que vous puissiez vous rapprocher aussi des systèmes courts et vous préparer finalement au pire, parce que bon, on ne sait jamais. Et ceci dit, toi, vu de l'intérieur et de l'extérieur, tu informes et tu as bien raison de le faire.
Existence B, qu'est-ce que c'est? Alors, Existence B, c'est une stratégie pour que les gens puissent se projeter dans un autre système. Aujourd'hui, on voit bien que malgré les évidences, malgré les chiffres, malgré la réalité, les gens, quand on essaie de leur parler de la vérité, elle dérange trop, donc ils se raccrochent au système. Je pense qu'à peu près tout le monde fait l'expérience aujourd'hui avec l'événement Covid. On a beau dire, mais regarde les chiffres à ses amis, à ses voisins, à sa famille, c'est clivant parce que les gens, c'est pas une réaction purement psychologique, c'est aussi une réaction physiologique. Ils n'ont pas envie de se sentir livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas envie d'être exclus du groupe. Et le système aujourd'hui, c'est ce qui apporte au cerveau humain, à son striatum, celui qui délivre de la dopamine et qui nous fait nous sentir bien. Ben, le système, c'est ce qui apporte le plus justement de confort. Et même si c'est un tout petit confort, même si on peut crever pour le confort, c'est un peu comme dans Matrix, les gens sont tellement dépendants du système qu'ils sont prêts à se battre pour le protéger, eh ben, comparé à la vérité qui dérange, ils préféreront le mensonge qui rassure. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative sérieuse. D'accord? Et l'alternative sérieuse, c'est pas il faut inventer un nouveau récit, tu sais, comme on entend beaucoup dans le milieu collapsologique dont je fais partie, ou écologique, ouais, on va inventer un nouveau truc et puis ça va aller mieux. On nous vend du rêve, mais rien n'est expérimenté. Et moi, comme j'ai commencé cette conférence avec toi, je te dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que moi, je peux croire qu'on peut faire autrement, mais ça, c'est mon envie de croire. Et puis après, je vais tester le truc et je vais voir, putain, ça va pas du tout. Que le système, il va pas du tout. D'accord. D'ailleurs, je fais un big up à Vénus hors réseau. C'est une fille que vous trouverez sur le net, qui justement, elle s'est mise en autonomie complète. Putain, l'autonomie, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, Tu c'est vois, pas c'est quand facile, c'est pas tu peux facile. commencer à te laver à l'eau froide. C'est bien beau, les nouveaux récits. On va faire un cuit-cuit les petits oiseaux, on va se faire des communautés, tout ça. C'est bien joli, mais c'est pas ce qui peut rassurer les personnes. Et comme ça ne rassure pas les personnes, eh ben, elles s'accrochent au système, au vieux système qui, pour autant, est en train de les détruire Mm. psychologiquement. D'accord. Donc, Il fallait en tout Existence B, cas de les asservir et de ouais. les avilir. Alors, Existence B, déjà, c'est l'émancipation des femmes. Ça, il faut absolument, et c'est pour ça que je suis porteur du projet, mais il y a une autre porteuse du projet et on fonctionne comme une branche d'ADN. Qui est une C'est femme, ouais, oui, Marjolaine. oui, ouais, Marjolaine Godard. Et je veux absolument qu'il y ait beaucoup plus de femmes pour rétablir les équilibres dans ce projet que d'hommes. C'est pas du sexisme, c'est pas tout ça, c'est simplement que la vision collapsologique d'une femme est nettement plus rassurante. Et puis il y a beaucoup plus de choses à apporter avec la vision féminine que la vision masculine qui est aujourd'hui combative et nécessaire. Nous, les hommes, on est capable de faire passer à échelle des choses, des femmes aussi, mais je parle de proportion, je caricature. Et On aujourd'hui, pourra plutôt dire que c'est un équilibre concept-action. mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un équilibre. On n'est pas Non, dans pas une du tout. société équilibrée. Donc, si tu veux, s'il faut ramener un équilibre, bah, il faut faire contrepoids. Et moi, j'ai vraiment besoin de cette émancipation des femmes, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu proposes à des femmes d'intégrer un projet comme ça, elles sont beaucoup plus hésitantes que les hommes. Donc, il faut presque pousser un peu pour qu'on arrive à leur redonner confiance et qu'elles sachent apporter donc leur vision, leur combativité et ainsi de suite. Alors, je parle de combativité, c'est pas du tout un projet guerrier, hein, Existence B, mais quand même, c'est un combat. C'est un combat contre un ancien système. C'est un combat par construction. Il y a deux façons de mettre fin à un système. C'est soit le combattre directement, mais en général, on finit par le renforcer. D'accord. Le capitalisme, le système mondialisé tel qu'il est, plus il a de gens qui le combattent directement en disant c'est pas bien, plus il se renforce. D'accord. Étonnamment. Et la vraie façon de vraiment détruire un système, c'est de le disqualifier. C'est de montrer qu'il y a possibilité de faire autrement. Pourquoi? Parce que chaque système a besoin de l'adhésion de la masse. Chaque système a besoin de l'opinion publique. On ne fait pas une guerre, par exemple, sans l'opinion publique.
Si Ah les si, gens... là, il y a quand même des guerres où il y a pas de référendum pour les faire, hein. Ils se débrouillent, tout seuls, mais Et tu sais, on est très, très... Enfin, c'est en forte progression, mais on est encore très, très peu, hein, comparé à 67 millions de Français, à croire qu'il faille faire autrement, hein. Il y a encore beaucoup de personnes. Alors, les Gilets jaunes, ça a été une vraie étincelle d'espoir, hein, enfin, une vraie flamme d'espoir même, je dirais, mais aujourd'hui, ils ne représentent pas des millions et des millions, hein, de personnes sur 67 millions. Alors, 67 millions, c'est un gros chiffre. Tu retires ouais. les enfants, tu retires Ce que les j'allais dire, les personnes bébés, âgées. les personnes Bon, âgées, ouais. ouais, allez, t'as 30, 40 millions de personnes si d'un seul coup, ces personnes basculaient en termes d'opinion, aucun pouvoir ne pourra aller contre, hein. Ça, Mmh. c'est évident. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'il est important d'encenser ceux qui résistent, parce que ce sont les vrais transformateurs de société, ce sont les vraies personnes fortes pour transformer la société. Et je vais revenir donc à Existence B. Le but, Ouais, c'est ouais, d'arriver. vas-y. Parce qu'Existence B, il y a 6 grands principes, hein. C'est Vas-y, très bien fait. Bah, voilà, je me lance. vas-y. J'ai bien fait ma leçon. Devenir autonome localement, Mm, donc alimentation et vivre. Déjà, mm. premier truc. Deuxième principe, vivre au service du vivant. Troisième principe, les participants sont représentatifs de la société civile. L'individu s'implique pour le collectif et être inspirant et donner envie. Ouais. Voilà, ça c'est les 6 piliers de l'existence B. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que sur le site d'Existence B, c'est très détaillé et chaque pilier, c'est pas une simple vision hypothétique. Toi qui es un fin stratège, pour le coup, de métier, tu as mis des choses et des axes en point avec la vision de Marjolaine, évidemment. Est-ce que tu peux décrypter cette existence B qui est à la portée de chacun? Oui, c'est-à-dire que cette existence B existe déjà. Je dirais même qu'elle a toujours existé et on se l'est toujours refusé. Et on arrive à une période de collapse, d'apocalypse. L'apocalypse, c'est une révélation, hein. De collapse, c'est l'effondrement du système thermo-industriel. Mon ami Pablo Servigne en parle très bien. Il y a d'autres collapsologues comme Arthur Keller et ainsi de suite qui en parlent très bien. C'est qu'on a atteint les limites du système et ça ne peut que s'effondrer. Et ça, c'est très positif, étonnamment. Étonnamment, c'est très positif parce que ce que je disais avant, c'est-à-dire que cette autre existence, cet autre rapport à la vie, on l'a expérimenté quand on était tout petit. On était enfant, on ne rêvait pas plus tard de détruire toute la planète, de flinguer tous les animaux, d'être un politicard dégueulasse, enfin bref, de toutes les atrocités qu'on peut imaginer. Donc on a un potentiel créatif. Et puis surtout, au-delà de ça, qui est très philosophique, je te dirais, il y a plein de gens qui ont expérimenté des choses formidables, mais qui ne sont pas encore passés à l'échelle. Donc, c'est-à-dire Existence B, tout existe déjà. C'est-à-dire que le moyen de restaurer des écosystèmes, ça existe déjà. Le moyen de faire des habitations qui soient éco-régénératrices, ça existe déjà. Je fais juste un exemple Ouais, là-dessus. le biomimétisme, Ouais, ouais. je vous invite à taper sur le net Pierre-Yves Normand, c'est un ami. Pierre-Yves Normand est un chanvrier, donc chanvre, cannabis, mais Ouais. c'est pas le cannabis qu'on fume, hein, c'est le cannabis réglementé. Moi, je reste toujours du côté de la loi. C'est Et la donc, déformation ouais, professionnelle. avec ce chanvre-là, on réhabilite des sols, c'est-à-dire que tous les sols flingués par la chimie et la pétrochimie, eh ben, on est capable de les restaurer parce que les racines tournantes du chanvre vont refaire des galeries pour les petits animaux qu'il y a dans le microbiote des sols, et ça capte plus de CO2 à l'hectare que la forêt primaire, quoi, comme la forêt amazonienne. Et avec ce chanvre, on va faire de la maison, de l'isolation, on va faire de l'énergie, on va faire des habits, on va faire de l'alimentation, et ainsi de suite. Donc c'est en Sachant ça que la aussi. France est le premier producteur mondial de chanvre, hein. Enfin, je veux Oui, dire, oui, la oui, oui, France, oui. c'est, Ça a été c'est- flingué, cette ouais. industrie a été flinguée par les lobbies du nylon, Rosé pétrole. demande quelle est la différence entre la philosophie d'existence B et le survivalisme. Alors, c'est l'aspect sociétal. Le survivalisme est beaucoup plus communautaire. Aujourd'hui, les survivalistes sont ceux qui ont le plus raison.
sur la situation, mais pour moi, c'est pour autant pas viable. J'en suis désolé, mais je suis pas l'évangile, hein, parce que justement, on ne fait pas assez société pour considérer qu'à 67 millions d'individus, enfin en tout cas des dizaines de millions d'individus qui manqueraient de nourriture, être à même une dizaine, une vingtaine ou une quarantaine de survivalisme regroupés, on tiendrait face à des centaines de personnes qui sont très organisées et très armées aujourd'hui aussi en face. Voilà, donc moi, mon idée, c'est l'existence B n'est pas communautaire, il est axé d'un point de vue sociétal. C'est changer la société, ouais, Voilà, changer le mode de fonctionnement de société, la consommation. Voilà, j'en reviens aux personnes des quartiers difficiles qu'on ne connaît pas, qu'on connaît trop peu. On connaît le côté trafic, on connaît le côté drogue, on connaît le côté violence et ainsi de suite. Non, on connaît le cœur, la transmission, l'adaptation, la capacité du vivre ensemble. Voilà, c'est là où il y a le plus d'économie du don. Bien souvent, dans les communautés, on entend parler de troc. Le don, c'est encore une autre économie. C'est ne même plus calculer, quoi. Alors que ces gens-là sont souvent des précaires dans les quartiers difficiles. Et donc, aujourd'hui, si on veut flinguer les banques mondialisées, l'économie du don, c'est une sacrée arme. Donc, nous, le projet Existence B, c'est justement intégrer dans l'équation toutes les personnes qui ne sont pas prises en compte par bien d'autres communautés qui veulent faire de l'alternatif, mais entre CSP+, entre petits cadres, entre bobos, entre machin. Nous, non. On prend une cartographie de la France, on regarde qui il y a sur la France. Il y a du migrant, il y a du mec de quartier, il y a du mec des quartiers UP, il y a du mec des femmes. Enfin bref. La société, ouais. Il y a 72 nationalités en France quand même, il faut le savoir. Voilà. Et ils n'ont pas envie de vivre ensemble, à la base. C'est pour ça qu'on fonctionne en silo en France. Et c'est ce qui est dangereux aujourd'hui en France. C'est qu'en cas de problème systémique, donc c'est le système qui s'arrête, on découvre qu'on a toujours vécu les uns à côté des autres, mais qu'on n'a jamais eu un projet ensemble. Ben nous, ce qu'on propose, c'est avec l'existence B, c'est de devenir des parents vraiment amoureux dans le bon sens de leurs enfants, de ce qu'ils vont léguer à leurs enfants. Et donc, on a besoin de ces gens qui sont capables de faire des économies du don, qui sont capables de vivre avec une grande famille et bouffer presque 3 jours avec un poulet pour 10, parce que ça sert juste au goût de la sauce. On a besoin de tous ces savoirs-là pour que chacun d'entre nous, chaque humain, puisse réduire sa consommation et donc de réduire sa consommation en général, reconscientiser son assiette et ce qui est mis dans son assiette, c'est-à-dire est-ce que ça vient d'un circuit long ou est-ce que ça vient d'à côté de chez moi. Et donc avoir toutes ces réflexions et toute cette diversité au service d'une cause, c'est d'arrêter d'être des gros faux culs quand on dit qu'on aime nos enfants, quand on continue à consommer ce qu'on consomme aujourd'hui. Et c'est pas facile, hein. Moi, je n'ai pas arrêté, par exemple, je le disais tout à l'heure, de consommer du pétrole, mais je veux absolument permettre d'en consommer moins, de passer à l'air comprimé, comme Air Antos Power le permet. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de consommer autant de pétrole, on peut faire fonctionner, c'est une entreprise normande, à l'air comprimé, tout un tas de choses. On fait 120 km avec un Renault Master, c'est pas léger un Renault Master, hein, avec 1 mètre cube d'air. Voilà, ça existe. Donc tu vois, Existence B, c'est reprendre tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qu'on va calculer qui passe sous l'équation de l'éco-régénération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir du confort moderne? On ne va pas revenir à la grotte et à la bougie, mais en régénérant des écosystèmes. Et donc là, à ce moment-là, si toute la journée on l'a passé à faire ça, le soir, quand on embrasse nos enfants, là, on dit je t'aime, bah oui, il peut dire oui parce que papa ou maman, t'es pas en train de flinguer la planète que je vais hériter derrière. Tu vois, c'est ça la philosophie d'Existence B, c'est une solidarité, c'est faire se connaître les gens qui ne se connaissent pas aujourd'hui. Ils ont l'impression de vivre sur le même territoire, ils ont l'impression qu'ils se connaissent parce qu'ils se croisent, ils se disent à peine bonjour, et là ils ont un projet commun. Ils ont un projet commun, c'est on doit arriver à consommer moins de planètes. Nous, chaque Français, on consomme 2,7 planètes. Tu vois, donc, en termes de ressources. Hein, oui, il en faudrait plus de 8, ouais. Alors, ouais, ça c'est pour les Américains, enfin, c'est des trucs de fou. Les seuls qui bouffent moins de planètes, c'est les Indiens. Est-ce que les Français ont envie d'avoir le niveau de vie des Indiens? C'est une vraie réflexion.
Moi, je suis allé à la rencontre justement des communautés qui consomment, par exemple, 0,5 ou 0,7 planète. Ah ben, tu te laves pas toujours à l'eau chaude, Ah tu ouais. te laves pas toujours, tu fais tes besoins dans la sûre, tu vis chichement et de manière plus heureuse, certainement, plus réalisée. Mais le gap qu'il faut intellectuel pour faire accepter ça à monsieur tout le monde et madame Michu qui sortent du supermarché, c'est colossal. On ne peut Mm. pas y arriver. Tu dis, tiens, tu vas te mettre en Sarwell, tu vas aller là-bas, mais ils te disent, mais laisse-moi mon système, je me battrai pour Macron, je me battrai pour... Les toilettes sèches vaincront. Alors, moi, je suis justement à la frontière de dire, il est possible de rendre plus confortable ce qui paraît hyper spartiate aujourd'hui, et arriver à la limite où on a une équation écosystémique, c'est-à-dire protectrice des écosystèmes, voire éco-régénératrice, donc capable de régénérer des écosystèmes, donc arrêter de tuer les animaux, peut-être voir restaurer leurs habitats. Donc cette équation-là, et qui soit duplicable aux quatre coins du monde. Alors à des variables près, hein, bien sûr, à chaque fois il faut relocaliser les équations, mais le chanvre, je reviens à ça, le chanvre, ça pousse des plaines de Sibérie, donc là où ça caille, aux montagnes du Maroc, là où il fait chaud, tu vois. Donc ça pousse partout. Et puis il faut arrêter d'être en compétition. Tu sais, tout à l'heure j'ai parlé toujours chercher le rendement, compétition avec les technologies. Quand je t'ai parlé de l'air comprimé, t'en as qui, je suis sûr, sont en train de sauter à pieds joints. Ah, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, boisson, l'air comprimé, c'est 40% de rendement quand un moteur thermique, c'est 60. Oh, les mecs, on doit ralentir. Si on doit ralentir, on va arrêter de chercher la compétition. L'air comprimé que tu comprimes avec une éolienne à vis sans fin en permanence et dont tu stockes l'énergie, parce que quand tu libères ton air comprimé, tu fais de l'énergie, eh ben ça fait pas de guerre pour l'uranium, ça fait pas de guerre pour le pétrole, ou ça fait pas de guerre pour le charbon. Et En puis en fait, plus, le méthane, ça enlève les outils dont le système se sert pour provoquer justement des guerres et rentabiliser ces guerres, etc. Donc, en fait, on n'alimente plus ce système-là. En parlant de guerre, Rosé demande quel est le rapport. Alors, il demande pardon pour sa curiosité. Il demande quel est le rapport aux armes et à la sécurité et à l'intégrité physique des gens. Alors il dit chez Existence B. Alors c'est pas chez Existence B, c'est pas une secte, Rosé. Existence B, c'est un projet de société. Mais quel serait le rapport aux armes et à la sécurité? le rapport aux armes et à la sécurité, on est obligé de se tenir à la législation. Donc, on a une équation qui est celle de respecter la loi et de pouvoir défendre les populations. Après, donc, il existe en ce moment une mutation, enfin, des projets de loi permettant le gardiennage armé. Bon, c'est pas encore fait. Aujourd'hui, on ne peut pas dépasser le cadre de la loi. Alors, pour répondre à José, moi, j'ai été dans les deux camps. J'ai été le chasseur et j'ai été le chassé. J'ai été le chasseur quand j'étais plutôt à la BAC, et puis chassé quand j'étais garde du corps du président. On a toujours un temps de retard quand c'est comme ça. Donc, de toute façon, face à une crise systémique de grande ampleur, la pire, la big où tout le monde sort avec des flingues, puisqu'il y a quand même 15 millions d'armes en circulation, c'est pas un site conspirationniste qui le dit, c'est RTL. On aura loupé. Je pense que moi, je suis pas Superman et face à une crise comme ça, on va essayer d'évacuer des gens, mais pour où c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai une vision tellement noire d'un collapse qui sortirait armé que j'essaie au maximum de faire en sorte d'organiser des solidarités Bah, à c'est ça, travers c'est les que communes. Existence B, dans l'idéal, enfin, Parce il que n'y a j'ai pas pas de de solution. place, il n'y a pas de place pour, J'ai pas de solution, malgré que j'ai eu à des super formations quand j'étais dans ce genre de service spécialisé. Euh, c'est une chose d'intervenir avec des collègues dans un corps constitué, un cadre constitué, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas les femmes et les gamins au milieu. Mais s'il fallait imaginer des véhicules de bac avec la femme, les gosses dans la voiture, bah, c'est plus du non, tout la même façon de faire non. les choses. Donc là, il y en a, pour moi, beaucoup qui se racontent des histoires, parce que quand on a les enfants qui crient, la femme qui s'accroche au bras, c'est plus pareil de prendre ses organes de visée pour être précis. Donc moi, j'essaie d'éviter ça.
mais je ne suis qu'un homme et je suis pas sûr de gagner, hein, vraiment. J'ai même peu de chances de Bon, gagner, mais après, je vais pas tenter. c'est à éviter plutôt l'alternative d'une nouvelle société. Alors, ça peut paraître abstrait, mais par exemple, si aujourd'hui quelqu'un a envie, en écoutant ou pas que, parce que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il est beaucoup question d'émancipation et de changement de vie Mm. pour beaucoup. Euh, Si quand on vit en milieu urbain, avec des voisins au-dessus, des voisins en dessous, et qu'on a envie de changer, de s'émanciper, par quoi on commence? Ben, Parce que on là, commence à regarder ce qu'ils ont fait à Montfermeil. Ce qu'ils ont fait à Montfermeil, c'est absolument formidable, même si ça va dans le cadre enfin, d'une réforme territoriale, mais c'est déjà très inspirant. Pourquoi? Parce que Montfermeil, donc la cité des Bosquets de 2005, rappelez-toi justement les propos de Sarkozy. Alors là, il a été ministre, hein, je le l'ai connu Karcher. quand il était Mmh. président. Voilà. Il va déclencher, il va mettre le feu aux poudres avec les populations. Mmh. Et en fin de compte, il va y avoir donc ces fameuses émeutes de banlieue dont la cité des Bosquets ne va pas échapper, elle va flamber, donc à Montfermeil. Ce qui a été fait à Montfermeil est exemplaire. Pourquoi? Parce que donc la municipalité, le maire, les élus et surtout les habitants ont commencé à faire des trocs de graines, à échanger dans la médiathèque des savoirs, et puis surtout la médiathèque qui avait un petit terrain, un mis-terrain en permaculture. Et donc la permaculture a permis de se connaître, des gens qui ne se parlaient pas, qui ne parlaient pas le même langage, et ils se sont impliqués dans la réforme de Montfermeil. Aujourd'hui, la cité des Bosquets, je te la fais courte, c'est l'endroit le plus prisé de Montfermeil, en tout cas les Montfermeillois qui veulent habiter à Montfermeil, enfin un quartier de Montfermeil, veulent habiter la cité des Bosquets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rasé les tours en béton, ils ont construit des tours à échelle humaine, et puis, ils ont mis surtout des jardins partagés au milieu. Et donc, la réforme des territoires, la réforme du monde passe par l'assiette. À partir du moment où tu commences à faire de la permaculture, mais il n'y a pas que ça, hein, tout un tas de réflexions autour de l'assiette, tu commences à faire de la convivialité, des gueuletons, et que tu commences à conscientiser les gens autour de ce qu'ils mangent dans l'assiette. Donc les alicaments, hein, par exemple, les alicaments, c'est les aliments qui ne rendent pas malade. Quand tu as justement l'inverse, avec l'industrie qui te fout du sucre partout, qui te Mmh. transforme tes aliments, on ne sait pas avec quoi, tu peux acheter une barquette de lasagne ou ouais, je crois que c'était des lasagnes au bluff, et en fin de compte, t'en foutu du cheval dedans. Du cheval. Mmh. Voilà, c'est ça, déléguer son alimentation comme ça, c'est une catastrophe. Donc, si on veut combattre ça, il faut conscientiser les populations sur ce qu'ils ont dans l'assiette. Et surtout, créer les solidarités. Parce que c'est bien beau hein, de faire le discours écolo, ouais, il faut manger bio, machin. Mais oui, Mais mais quelle bourse? Quelle mmh. bourse? Quand tu n'as déjà pas de quoi t'acheter du Lidl, tu vas pas aller acheter plus Mmh. cher du bio. Donc, il faut créer aussi les solidarités qui permettent aux bourses les plus faibles d'accéder à cette nourriture. Et puis, quand on peut la donner, il faut la donner. Et donc, et ça, il y a plein d'expériences comme ça, les incroyables comestibles. Mes amis François Rouillet et Sabine Becker, donc de l'université francophone de l'autonomie alimentaire, eux, ils te font ça. Ils sont capables de te donner à manger, quoi. Tu vois, donc ces réflexions-là, ça transforme un territoire. Et là, si tu veux, on n'est plus du tout dans une vision survivaliste de l'avenir. Et même si je le répète, pour moi, les survivalistes sont les plus cohérents. Et moi, j'aimerais une fusion entre les survivalistes qui sont hyper intéressants parce qu'ils se sont préparés aujourd'hui. Si tout s'arrête, on sera bien content d'avoir des survivalistes parce qu'eux, ils ont réfléchi, quoi, les mecs. Et c'est pas tous des mecs, des gros beaufs avec des fusils. Hein. C'est pas du tout ça. Les mecs, ils se sont instruits, ils ont cherché. Voilà. Aujourd'hui, ils sont les plus cohérents si tout s'arrête. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ce genre de réflexion à l'échelle des communes. Parce que c'est pareil, la sécurité nationale, ça fonctionne avec des magasins alimentaires remplis. D'accord? Je le répète, ça. Et la défense nationale, c'est pareil. Demain, il y a une méga cyberattaque où tu as un Covid ou je ne sais pas quoi encore, une arme Mmh. bactériologique qui flingue les transporteurs routiers, ou enfin qui les neutralise, mais tu n'as plus de défense nationale. Tu crois que tous les militaires vont accepter d'obéir aux autres quand ils entendent leurs femmes et leurs gamins en train de se faire d'être dans des situations périlleuses? Mais il faut être vraiment débile pour croire ça. C'est utopique comme idée, mais c'est pour l'instant ce qui prédomine.
Ouais. Alors, la réflexion autour de l'assiette, elle a la faculté de restructurer les territoires. Euh, on peut considérer avoir des nouveaux systèmes de défense quand le système centralisé a une défaillance. Compter sur justement des gens qui se sont préparés, mais qui vont être coordonnés ou qui vont se coordonner avec les communes. Voilà, c'est pas une. Au contraire, je trouve ça très bien. C'est le principe suisse. Hein. Les Suisses sont beaucoup plus avancés que nous sur ce sujet-là. On appelle ça les milices, mais c'est pas des milices, hein, c'est l'armée. L'armée suisse, c'est composé, quand on tape sur Wikipédia, composé de milices. C'est complètement débile de dire ça. C'est des gens qui respectent la loi, qui sont juste là pour défendre la paix publique, comme le font des policiers et des gendarmes. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne peut faire stopper un crime et un délit. Il n'y a pas besoin d'un uniforme, hein. C'est marqué noir Mhm. sur blanc. Toute personne peut faire stopper un crime et un délit et amener donc l'auteur du crime ou du délit devant un officier de police judiciaire. Ben, moi, j'applique ça à l'échelle des communes. Pourquoi les survivalistes ne défendraient pas une plus grande communauté quand justement les services de l'État ne sont pas assurés? Je trouve que c'est une réflexion à avoir. Et aujourd'hui, ces gens-là, à chaque fois qu'on me pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire si aujourd'hui tout se cassait la figure, puis, faute de résilience alimentaire et qu'il commence à y avoir Mhm. des... Ben, je dis, allez voir les sites survivalistes. Il n'y a pas de honte. C'est eux qui sont les plus préparés. Et le gouvernement lui-même, sur gouvernement.fr, dit que les gens doivent pouvoir faire face 72 heures. Il doit y avoir des stocks. Il doit y avoir chaque foyer français, chaque famille ou même célibataire français doit avoir un sac à dos avec de quoi faire face à une catastrophe. Qui le fait? Personne. Tout le monde Si, attend si, il y que... en a. Il y en a, il y en a. Ouais, ouais. Il y en a et il y en a, il en faut le sac départ 30 secondes. Il y a pas mal de gens qui l'ont maintenant parce qu'on est reste des mammifères instinctifs et dans des périodes anxiogènes, notre instinct de survie aussi se met en route et alors ça peut dérailler. Effectivement, on a assisté à des gens qui faisaient la queue pour remplir leur caddie de PQ. Bon, ça, c'est un autre. Mais il y a des gens qui ont commencé à se questionner, à se dire attention, où est-ce que je veux être et comment je veux que ça se passe si finalement il y a un grand reset, un blackout ou ne serait-ce qu'un confinement de trop qui affecterait, comme tu dis, les réseaux de grande distribution qui sont aujourd'hui les seuls à nourrir. C'est là-dessus que Existence B intervient et peut apporter des clés, en tout cas, des pistes de réflexion. Il n'y a pas besoin forcément de tout de suite se projeter dans le rural, même si effectivement c'est là-bas que se rapprocher de la terre et consommer de la fourche à la fourchette. Mais on peut déjà dans l'urbain, comme tu le disais, à se rendre des services et être là les uns pour les autres et se connaître mieux et partager plus. C'est ce qui joue toujours le partage. Et c'est Ah ce oui, qui oui. fait que c'est toujours ce qui se joue, toujours. Et c'est ce qui empêchera aussi, je pense, ça c'est mon opinion, de continuer cette propagande clivante en des temps déjà suffisamment anxiogènes qui font que les gens en plus se divisent et c'est au contraire le moment de partager et de se donner des outils. Bah, C'était bien sûr. important. C'est important. Moi, je suis séduite par Existence B. J'avais envie de le partager avec les abonnés pour que tu puisses t'exprimer. Et ça fait longtemps que tu travailles sur ces outils d'émancipation? Bah, depuis 2011, hein, depuis que j'ai quitté l'Élysée, parce que je m'étais dit, bon, c'est bien, je vais en prendre plein la gueule maintenant, mais il va falloir faire quand même quelque chose de tout ça. Alors, je considère que j'ai un- c'est plus que le moral fort, c'est-à-dire qu'il a fallu que je transcende au bout d'un moment, parce que, comme Stéphanie Gibault pourrait te le dire, hein, tous ceux qui s'opposent au système sont bannis, même par leur Mmh, propre famille, hein. bien sûr. Parce que tu dis justement la vérité qui dérange, tu donnes la pilule rouge que personne ne veut. Et bon, donc ça, soit on périt, soit on se suicide, hein, c'est aussi simple que Il y ça. en a. Ouais. Soit on transcende, soit on se dit, ouais, bah, j'en ai trois hein, qui se sont suicidés hein, avec des trucs. Mmh. Bon, soit tu vas aller chercher des forces
au-delà de ce qui est le communément admis. Alors, sans rentrer dans l'ésotérisme, hein, c'est simplement que tu vas aller d'intuition en intuition, et puis alors, Internet pour ça est quand même assez fascinant, parce que si tu as l'intuition et que tu disposes d'informations, tu sais carrément comment combattre ton ennemi. Alors, avant de le combattre, il faut déjà le connaître, d'accord? Il faut bien connaître ses rouages, ses mécanismes, sa corruption, comment il endort les gens, son tititainment, comme on le connaît. Aujourd'hui, tititainment qui a été conceptualisé par quelqu'un que peut-être tu connais, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Ouais. Zbigniew Brzezinski est mort en 2017. Moi, je suis allé le rencontrer, pas pour discuter avec lui, simplement que j'avais, en 2011, quand j'ai quitté l'Élysée, j'avais entendu une vidéo qui m'avait interpellé où il craignait un truc plus que tout le reste. Alors lui, pour le présenter rapidement, Brzezinski, c'était le conseiller sécurité de Jimmy Carter jusqu'à Obama. C'est un mec qui a fait beaucoup pour endiguer la Russie, donc la contenir. Père des guerres proxy, membre de la commission trilatérale, Bilderberg, enfin la totale, La quoi. totale. Et je suis allé le rencontrer parce que, comme par hasard, feu Valéry Giscard d'Estaing, en 2011, lui remettait le prix de Tocqueville. Tocqueville, qui a été l'un des contributeurs de la Constitution américaine. Et donc, en 2011, j'entends sur Internet qu'il craint l'éveil des consciences des masses. Et je me méfiais quand même des fake news, déjà à l'époque. Et j'ai voulu entendre de mes oreilles ce que disait Brzezinski. Et donc, je suis allé en octobre, je ne sais plus, novembre 2011, l'écouter, donc au château de Tocqueville. Et là, j'ai eu un sourire 21-29-7, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être long, mais là, les élites commencent à comprendre que plus les gens s'éveillent, moins ils vont prendre les gens pour des cons. Alors, avec ce qui se passe avec la Covid-19, bon, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui s'accrochent à l'idée que les élites ne peuvent pas leur vouloir du mal, et puis il y en a d'autres qui disent, mais réveillez-vous. Bon. Euh, et je répète ce que j'ai déjà dit, hein, en fin de compte, parmi les gens qui entendent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui comprennent que le Titanic prend l'eau, ils essaient de se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Ils ont fait des crédits sur 15 ans ou 20 ans pour leur maison, ils sont en train de planifier la retraite, ils sont en train de planifier. Et là, on te dit, non, mais ceux qui te dirigent veulent ta mort. C'est imbuvable, c'est du Nietzsche, c'est quel degré de vérité votre esprit est capable de supporter. Donc, après le Père Noël, c'est la plus grosse trahison, quoi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'effondrement, on va y avoir droit, parce que les élites ont compris aussi, les élites très mondialistes, hein, ont compris que leur machin, ça ne fonctionnait plus. C'est-à-dire qu'ils arrivent encore donc avec le tititainment. Tititainment, c'est l'art de divertir les gens et de les maintenir dans une espèce d'état d'hypnose où ils écoutent que de la télé poubelle. Le vin et les jeux. Du Candy Chaga dans le métro. Ils sont trop claqués pour aller chercher de l'information et ils sont maintenus dans un espèce de récit, dans la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'on leur raconte le monde et ça leur va bien parce que pendant ce temps-là, ils ont de quoi payer leur loyer et ce sont des esclaves heureux, quoi, en gros. Et donc, aller se dire qu'il faudrait faire autrement, c'est trop difficile pour eux. Et que tu as beau avoir une relation affective avec ces personnes-là, ça peut être ton mec, ta compagne, ta femme, ta mère, ton père, peu importe. C'est physiologique, c'est trop violent de se dire que, et d'une, t'es pas aimé par ceux qui te dirigent, et de deux, qu'il va falloir partir à l'aventure. C'est pas, on habite des siècles, nous, les chasseurs-cueilleurs, à se sédentariser et puis à faire des sociétés pour justement être toujours protégés par le groupe. Et là, on te dit, bah tiens, tu vas repartir, tu vas repartir sur des aventures. Il faut comprendre. Par contre, il va falloir accueillir ces gens-là. Et donc, Existence B, c'est le moyen, euh, c'est le moyen de donner de la visibilité à ce qui existe déjà. Et j'invite tout le monde à faire de l'existence B et de l'appeler différemment. C'est de faire remonter ce qu'il y a autour d'eux, ce qui est beau, ce qu'il est possible de faire, et de ne plus rien en avoir à foutre de ce qui nous est ordonné de nous détruire, quoi. C'est-à-dire qu'on est des hommes et des femmes, enfin on est des femmes, des hommes de vie. Il faut vivre, il faut arrêter d'être des débiles qui allons à l'abattoir.
Alors c'est un peu bizarre, hein. Moi je suis un policier anarchiste à la base. Bah, Ça comme paraît un quoi, synonyme. comme quoi, Alors, tout est un possible. ex-policier anarchiste. Mais Ex-policier. ouais, parce que ce qu'on nous raconte de l'anomie, enfin de l'anarchie, c'est en fin de compte pour mieux nous vendre de l'anomie. L'anomie, c'est le gros bordel, hein. C'est à chaque fois qu'on a les médias qui nous parlent d'anarchie, les médias mainstream, hein, les fabricants de l'opinion, les chiens de garde du système, Mmh. en fin de compte, ils font passer l'anarchie pour l'anomie, un gros Mmh. bordel. Alors que l'anarchie, c'est extrêmement structuré. C'est quelque chose qui est d'ailleurs assez formidable, qui fonctionne à Marina Leda en Espagne et qui fait que bah, aujourd'hui, je ne sais pas si les chiffres sont encore les mêmes, mais ils ont zéro taux de chômage, pas de délinquance et ainsi de suite, parce que les gens décident. Et en gros, Existence B, c'est ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas attendre des miracles si on ne décide pas. Ça, Ah bah, ce faut, sera le faut- mot de la fin, c'est très, très bien dit. On voilà, n'attend pas de miracle si on ne fait rien si on ne décide pas. Donc, si et on si se on ne bouge décide pas, pas. si on n'est pas capable de retrouver son pouvoir intérieur, et donc de s'autogérer, parce qu'il y a bien une autorité en anarchie, hein. En anarchie, elle est immatérielle, par contre. Elle n'est pas attachée à un homme ou une femme. Parce que si on donne trop de pouvoir à un homme ou une femme, moi je l'ai vu, hein, tu fais des hubris, c'est comme un gamin à qui tu donnes tout et il devient complètement dégénéré. Donc là, l'avantage de l'anarchie, l'autogestion, c'est que les gens donc, ont une autorité et c'est un mélange d'exemplarité et de compétence. Bon, bah, écoute, demande à Stéphanie Gibault si aujourd'hui nos élites sont Oula, exemplaires. mais la pauvre Stéphanie s'exprime. Oui, là, Il faut la soutenir, cette femme. bien sûr qu'il faut la soutenir, C'est Stéphanie. notre Et Assange. Françoise Nicolas aussi. On a des Julian Assange chez Ouais, nous. ouais. Julian Assange qui avait préfacé son livre. Oui, oui, Stéphanie est quelqu'un d'extrêmement précieux que la France a laissé tomber et la loi Sapin ne sert à rien. Non, Voilà, non, elle a encore eu un exemple aujourd'hui. sachez-le. Mais ils sont en train de faire une très grave erreur. L'État français est en train de faire une très grave erreur. Peut-être de faire une jurisprudence qui va foutre le bordel chez les Américains. Et je pense que les Américains vont pas être contents des petits fonctionnaires français qui foutent autant le bordel avec Stéphanie Gibault. Ça, c'est le mot de la fin. Ouais. Bah, très bien. Eh ben, une grande pensée pour elle, que j'embrasse si elle nous regarde. Et puis merci beaucoup Alexandre pour ton courage, ton système de valeurs qui est quand même Alors, très sophistiqué. Et, un tout petit et truc, merci de partager tout ça avec nous. Brigade d'e-crime, allez-y, allez regarder parce que c'est les vrais acteurs de terrain. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin des concepteurs, hein. Des concepteurs comme moi, ça ne sert plus à rien. Et il faut des gens de terrain, des gens qui sont capables d'être structurés. Et Brigade d'e-crime, c'est ça. C'est des gens qui ont compris. Les gilets jaunes de rond-point, ça a toujours été mes préférés. Je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'ils sont vraiment mandéliens dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont la meilleure arme pour changer le monde, c'est l'éducation. Et eux, ils ont été capables d'une capacité de s'instruire incroyable. Voilà. C'est ça. Et j'embrasse le rond-point près d'Arène et particulièrement ce soir, je les embrasse tous. Et merci à toi encore d'avoir partagé ton expérience et ta vision. Et puis j'invite les abonnés à évidemment se renseigner et puis s'émanciper. On avait promis de leur donner des clés, donc on fait ce qu'on peut avec éthique. Brigade Voilà. des crimes sur Facebook. Eux, ils contactent Et les ouais. procureurs. Bah, Je veux ils dire, ont eu le. Ouais. ils contactent les procureurs. L'article 121.3 du Code Ils ont bien pénal, raison. si les maires et les préfets n'ont pas fait le boulot, c'est un manquement, une obligation de sécurité. Donc, voilà, Très bien. ils Bah, m'écrivent. les liens ont été partagés. Merci pour tout, Alexandre, vraiment. Et bah, gardons contact parce que pourquoi pas prendre des nouvelles de l'évolution en fonction de l'actualité. Et puis surtout de prendre soin les uns des autres finalement. Faisons société. Comment faisons nos sociétés? Ouais, C'est faire important. société. Tout à fait. Merci, Maud. Mais je Merci. t'en prie. À bientôt. Je te laisse Bientôt. appuyer sur le petit bouton rouge pas méchant. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live de début de semaine. Merci à tous d'être là. Merci au soutien. Merci aux donateurs. Merci à ceux qui ont compris que on avait besoin de soutien et on va pouvoir se déplacer, vous emmener plus loin, partout. Et bientôt, de nouveaux interviews sur éthique et sur le terrain. Salut à tous. Ciao.